On va s'intéresser à l'histoire d'un homme. Un homme dont le travail allait complètement révolutionner notre perception de la vie elle-même. Un homme qui a attendu plus de 20 ans avant de partager sa théorie. Une théorie qui allait changer le monde. C'est comme avouer un meurtre. Voilà les mots qu'il a utilisés. Pas pour décrire un crime, non, mais pour parler de sa propre découverte scientifique. Ça donne une idée du poids qu'il portait sur ses épaules. Une confession qui, il le savait, allait tout faire trembler. Alors la question se pose évidemment, mais quelle idée peut bien être aussi dangereuse ? Si explosive qu'un scientifique de renom la voit comme un secret interdit, presque un crime. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour vraiment comprendre la nature de ce secret, il faut remonter le temps. On va commencer par les débuts assez improbables de Charles Darwin. Un jeune homme qui semblait destiné à tout, sauf à la grandeur. Franchement, sa jeunesse est marquée par un manque total de direction, ce qui désespérait son père, un médecin très en vue. Le jeune Charles, lui, il préfère de loin collectionner des scarabées et chasser plutôt que d'étudier la médecine, qu'il abandonne d'ailleurs, ou la religion. Son père lui aurait même dit un jour « Tu ne t'intéresses qu'à la chasse, aux chiens et à la capture de rats. Tu seras le déshonneur de ta famille. » L'ambiance. Mais ses passions pour la nature, elle était dévorante. Il y a cette anecdote assez drôle où, pour ne pas perdre un coléoptère rare alors qu'il en tenait déjà un dans chaque main, il l'a mis dans sa bouche. Mauvaise idée bien sûr, mais ça montre bien à quel point il était obsédé, complètement investi. Et c'est cette obsession qui va forger le scientifique qu'il va devenir. Et c'est justement cette passion qui va lui ouvrir les portes de son destin. En 1831, une occasion en or se présente. Un voyage qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi le cours de l'histoire. Et le plus fou, c'est que tout ça a failli ne jamais arriver, à cause de son nez. Oui, son nez. Le capitaine du navire, Robert Fitzroy, était un adepte de la phrénologie, une pseudo-science qui liait les traits du visage au caractère. Et pour lui, le nez de Darwin manquait de détermination. Heureusement, Darwin a réussi à le convaincre qu'il était assez tenace pour le voyage. On est passé à ça de ne jamais avoir la théorie de l'évolution. Ce voyage, qui devait durer 2 ans, en a finalement duré 5. Une véritable odyssée autour du monde, du Brésil à l'Argentine, jusqu'aux fameuses îles Galapagos, puis l'Australie, avant de rentrer enfin en Angleterre. Et c'est là, sur le terrain, que les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Dans les Andes, il trouve des fossiles de créatures marines à des milliers de mètres d'altitude. La Terre n'était donc pas figée, elle bougeait, elle changeait. Et puis, il y a eu les Galapagos. Là, il observe ces fameux pinsons. D'une île à l'autre, ils se ressemblent, mais leurs becs sont tous légèrement différents, parfaitement adaptés à la nourriture locale. Ça ne pouvait pas être un hasard. L'idée d'une adaptation commence à germer. Darwin n'était pas là pour faire du tourisme. C'était un travailleur acharné. Le résultat de ces 5 années, près de 4000 pages de notes, plus de 1500 spécimens collectés, une montagne de données qui allait l'occuper pour le reste de sa vie. Quand il rentre en Angleterre, ce n'est plus le même homme. C'est un scientifique respecté, oui, mais c'est aussi un homme qui porte un secret, une idée qui germe dans son esprit, une idée qu'il sait révolutionnaire, et peut-être même hérétique. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La vision dominante, c'était le créationnisme, une terre vieille de quelques milliers d'années, et des espèces créées par Dieu, une par une, sans jamais changer. Et voilà que Darwin commence à entrevoir tout autre chose. Une terre immensément vieille, des espèces qui évoluent, qui se transforment et qui sont toutes liées les unes aux autres. C'était impensable. Le déclic, le mécanisme qui explique tout ça, il le trouve en lisant un économiste, Thomas Malthus, qui parlait de la lutte pour les ressources. Darwin applique ça à la nature et ça donne la sélection naturelle. En gros, c'est une lutte constante pour la survie. Seuls les individus qui, par hasard, des traits un peu plus avantageux, survivent, se reproduisent et transmettent ces traits. C'est simple, mais c'est implacable. Et cette idée, il va la garder pour lui, pendant plus de 20 ans. 20 ans à travailler en secret, à accumuler les preuves, tout en menant une vie de scientifique respectable en public. Il était terrifié par le scandale, par la réaction de la société. Et cette peur, cette angoisse, l'a rendu physiquement malade. Darwin aurait peut-être emporté son secret dans sa tombe. Mais après 2 décennies de silence, un événement totalement inattendu va le forcer à agir. Une lettre arrivée de l'autre bout du monde. En 1858, il reçoit un manuscrit d'un jeune naturaliste, Alfred Russel Wallace, qui travaille en Malaisie. En le lisant, Darwin est anéanti. Wallace, tout seul, de son côté, venait d'arriver exactement à la même conclusion, la même théorie de la sélection naturelle. C'était le cauchemar de Darwin, publié immédiatement ou voir le travail de toute une vie lui échapper. La pression est immense. Il abandonne son projet de livre énorme et rédige à la hâte ce qu'il appelle un résumé. Et en 1859, De l'origine des espèces, l'un des ouvrages les plus importants de l'histoire de la pensée humaine, est enfin publié. Et là, c'est l'explosion. Le livre déclenche une véritable tempête.
Un débat public féroce qui va non seulement redéfinir la science, mais aussi la place même de l'être humain dans l'univers. Mais Darwin lui-même, trop malade et angoissé, se met en retrait. Il ne peut pas mener ce combat. C'est son ami, le biologiste Thomas Henry Huxley, surnommé le Bulldog de Darwin, qui va monter au créneau. C'est lui, le gladiateur, qui va défendre la théorie avec une férocité incroyable sur la place publique. Il y a cette réplique, devenue mythique. Lors d'un débat houleux à Oxford, un évêque lui demande, de manière sarcastique, s'il descendait du singe par son grand-père ou sa grand-mère. Et Huxley lui répond cette phrase cinglante. Ça vous donne une idée de l'intensité de la bataille. Il y a un point qui est vraiment crucial à comprendre. Certains ont déformé les idées de Darwin pour justifier la loi du plus fort dans la société, ce qu'on a appelé le darwinisme social. Mais Darwin lui-même pensait tout le contraire. Pour lui, l'évolution humaine avait justement favorisé nos qualités les plus nobles, l'empathie, la coopération, l'entraide. Parce que ce sont ces comportements qui soudent une communauté et permettent sa survie. Au final, l'idée de Darwin nous a détrônés. Il nous a montré que nous n'étions pas le sommet de la création, une espèce à part, mais juste une branche sur l'immense arbre de la vie. Le fruit d'une longue, longue histoire qui continue de s'écrire. Et nous ne sommes qu'un chapitre de cette histoire. La question, c'est de savoir ce que racontera le suivant.